Allô? 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 Qui organise cette formation avec l'appui de partenaires. Je vous demande d'être vraiment de la Commission nationale OHADA et aux collègues Okanga qui va assumer ou assurer la première partie de la formation. Il ne faut pas que vous puissiez négliger cette formation parce que c'est très important pour les jours à venir dans notre pays ou dans notre métier. Sur ce, je laisse la parole à Maître qui est le représentant de la Commission nationale OHADA. C'est que j'arrive de voir lui-même le maître de l'action publique dans le jeu. J'ai dit non, ça va. Hakim, aucun magistrat. Et les magistrats ici, il y en a beaucoup plus qu'Hakim. Nous sommes en train de nous battre pour vulgariser. Et ce qui peut vous surprendre, il y a encore des gens qui font des démarches contraires pour qu'on rentre dans l'ancien système. Comprenez que c'est une lutte. C'est une lutte. Et le magistrat doit vraiment aimer la formation pour être au point. Hakim, ce qui suscite, ce sont les avocats qui viennent avec des cas. Et le magistrat doit répondre à tout ce qu'on pose comme problème de droit au WADA. C'est pourquoi là, ça bouillonne. Le deuxième anniversaire, ça sera le 17 octobre 2014. Puisque le WADA en 3, avec les traités, aspects institutionnels et normatifs. Formation, et je vois que tout le monde est sensibilisé. Je vois même les avocats qui sont là, les administratifs, les agents judiciaires. Ça c'est vraiment du bien. Et vous verrez quand nous allons voir les objectifs, ça assure aussi la formation de magistrats, des auxiliaires de la justice et tout le monde de la famille judiciaire qui est intéressé.
Sans tarder, le modérateur a dit OHADA signifie quoi? OHADA, c'est une abréviation qui vient du mot de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique de droit des affaires. Ça a vu les jours, comme je l'ai dit, le 17 octobre 1993. Le traité a été signé à Port-Franqui. Maurice n'est pas État parti. Mais ça a vu les jours, ça je dois vraiment le lire au plan économique. Sécurité juridique, en ce qui concerne le droit judiciaire, ce qui est relatif à la justice. En particulier, ça doit doter des États partis d'un même droit des affaires. J'insiste bien sur le mot affaires. Parce que je sais qu'au moment de questions, il y aura de tendance à revenir sur des questions concernant les non-commerçants. Et quand nous parlons des affaires ici, ça concerne plus les commerçants. Troisième objectif, promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels. Les différends, c'est-à-dire les litiges contractuels, différents avec des litiges. Concourir à la formation, c'est ce que je venais de dire, à la formation et assurer la spécialisation de magistrats, des auxiliaires de justice. C'est parmi ces objectifs-là. Le traité a donné la suprématie des actes uniformes sur notre droit, sur les droits internes de chaque membre, chaque État parti. Et en lisant l'article 10, puisque c'est un article, une disposition vraiment clé du traité, je vous ai dit, il y a d'abord les traités et les actes uniformes. Voilà ce que nous dit l'article 10. Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États partis, nonobstant toute disposition contraire des droits internes, antérieurs ou postérieurs. C'est pourquoi vous verrez qu'on n'aura pas assez de discussions, puisque ce droit ici est en train de balayer notre droit interne. Toute disposition contraire n'a plus de place. Ce sont des actes uniformes qui sont supérieurs aux droits internes. C'est-à-dire, ça efface, ça abroge. Là où notre disposition est contraire aux actes uniformes, aux dispositions des actes uniformes, en tout cas, le juge doit appliquer l'acte uniforme. L'article 10 du traité est clair à ce sujet. Toute disposition contraire des droits internes, antérieurs ou postérieurs. Et ce sont les actes uniformes qui sont directement appliqués. On n'a pas besoin d'une mesure d'application. C'est d'application immédiate. Il n'y a pas à dire que nous attendons que le Parlement prenne une mesure d'application ou que le président signe. Non. C'est d'application immédiate. Ça entre en vigueur chez nous 2 mois après, le 13 et le 12 septembre. Mais je tiens à vous signaler que nous avions commencé ces démarches depuis 2004. C'est depuis 2004 que le processus a commencé d'adhérer. Mais il y a eu ce qu'il y a eu. On avait déjà voté pour qu'on adhère, mais ça a traîné.
C'est seulement en juillet 2012 que nous avons déposé les instruments juridiques. Mais nous avions commencé le processus d'adhésion depuis 2004. Et voilà, 8 ans après, ça s'est matérialisé. Entré en vigueur en 2012, ça va entrer en vigueur le 12 septembre 2012. Et là, les sociétés commerciales ont eu un sursis. Et bientôt, le sursis va prendre fin. Là, j'attire l'attention des avocats et des juges, des magistrats. Bientôt, là, ça sera des exceptions qui seront soulevées. Parce que les 2 ans qu'on a donnés, de 2012 à 2014, c'est pour mettre à jour les statuts de chaque société qui doit se conformer à notre droit actuel au OHADA. La société qui sera en retard après le 12 septembre 2014 s'expose à l'irrecevabilité de ses actions. C'est comme ça qu'il faut voir les choses et il faut anticiper. Les avocats qui rédigent les statuts, en tout cas à qui ça chauffe, les gens sont en train de se mettre à jour. Et les magistrats, les plaideurs, n'attendent que le 12 septembre 2014. Après, il n'y a plus ces sursis-là. Il n'y en aura plus. Le 17 et le 13 juillet, il y en avait 16. Les États, nous avons le Bénin, Burkina, Mali, Niger, et nous avons remarqué quand nous sommes partis au Bénin, qui attendait l'adhésion de la RDC. Nous avons senti que la RDC, nous ignorons. Et ils nous demandent qu'est-ce que le Grand Congo attend pour adhérer totalement adhérer, c'est-à-dire en déposant les instruments juridiques. On n'avait pas encore. Et ils étaient très contents quand nous avons vraiment déposé. Jusqu'ici au Congo, à Kinshasa, pour tenir une audience phare, la Cour commune de justice et d'arbitrage. Là, nous verrons parmi les institutions. Il s'est déplacé avec quelques membres. Mais si le pays se rend compte de ce GIA ici comme siège, parce que pour le moment de là, donc oui, c'est ce GIA, la Cour commune de justice et d'arbitrage. Et c'est ce que je profite aussi pour en parler ici, pour proposer à la commission de voir les autorités pour qu'on nous amène ces sièges ici, puisque le siège est en Côte d'Ivoire. Je sais que ça sera une lutte, mais nous avons assez d'affaires ici. Puisque tout ce que nous rendons comme décision au second degré, en matière des affaires, il faut aller en cassation à la Cour commune de justice et d'arbitrage. Ce n'est plus à la Cour suprême. Et ça a déjà commencé. Et c'est une procédure qui est vraiment coûteuse. D'où il y aura des relais. Les avocats aussi s'arrangent déjà pour avoir des cabinets en Côte d'Ivoire ou des cabinets avec lesquels ils collaborent. Ça s'est fait même avec les défenseurs judiciaires qui sont à Boende, mais qui ont un cabinet d'avocats ici, qui doit assurer la procédure en appel, et les Congolais le font déjà aussi. Puisque avoir un client qui doit vous supporter aller-retour Côte d'Ivoire, suivre la procédure jusqu'à la fin, ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi nous ne devons pas faire un lobbying pour qu'on amène des sièges ici chez nous. Mais ça se passe aussi avec Internet, ça se passe bien.
de l'organe chef d'État et de gouvernement. Après le chef d'État et de gouvernement, il y a le Conseil des ministres. Et ce sont pratiquement les organes normatifs qui a un secrétariat permanent. Et c'est ce secrétariat qui est vraiment la plaque tournante auquel est rattachée l'École régionale supérieure de la magistrature, en sigle ERSUMA. Le secrétariat permanent est pour siège le Cameroun. L'ERSUMA, École régionale supérieure de la magistrature, a son siège au Bénin, à Porto Novo. Et c'est là que, dès qu'il y a formation, on amène les magistrats, les auxiliaires de la justice à Porto Novo pour la formation. C'est là qu'il y a cette école-là. Ils travaillent avec le secrétariat permanent. Et c'est le secrétariat permanent qui prépare pratiquement tout ce qu'il y a comme modification, révision des actes uniformes, propose au chef d'État de gouvernement, au Conseil des ministres qui est pratiquement composé de ministres des Affaires. L'aspect matériel, nous avons les actes uniformes. Acte uniforme, c'est pratiquement une appellation pour qualifier ces lois-là. C'est comme une ordonnance, mais on appelle ça acte uniforme. Et les actes uniformes, il y en a 9 qui est venu se greffer aux actes uniformes vraiment originaires, qui ont subi aussi beaucoup de révisions. Le premier acte uniforme, ça porte sur les droits commerciaux généraux. Et avec l'organisation de la Commission nationale OHADA, c'est un module. Chaque acte constitue un module dans les ateliers, dans la formation. Moi, on m'a chargé de donner juste l'introduction, ce que j'ai fait, et après, on m'a donné aussi un module. C'est ce que nous allons voir, les actes uniformes portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution. Ça aussi, c'est un acte uniforme, nous aurons le temps d'en parler. Mais le premier acte uniforme qui avait vu le jour en janvier 98, c'est le droit commercial. Uniforme, c'est le droit de sûreté que vous aurez aussi à voir au fur et à mesure. Vous allez recevoir des formateurs pour tous ces modules. Quatrième acte uniforme, nous avons les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Ça a vu le jour où ça a été adopté le 10 juillet 1998. Cinquième procédure collective d'appurement du passif. Ça, c'est le 1er janvier 1999, 99. Procédure collective d'appurement du passif. Janvier 1999, donc 19 novembre. Acte uniforme portant sur les droits de l'arbitrage. Oui, 6e. En 99 aussi, le 11 juin 99. Septième porte sur
L'organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises. Organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises. Il y a deux petits points. Compte personnel des entreprises. En janvier 2001, deuxième petit point, compte consolidé et compte combiné. 1er janvier 2002. Huitième acte, c'est le contrat de transport des marchandises par route. L'OADA a légiféré les contrats de transport des marchandises par route. Et c'est ce qui est jusqu'à ce jour. Le 1er janvier 2004, qu'a été adopté cet acte uniforme. Enfin, l'acte uniforme portant les sociétés coopératives. Ça, ça doit être le 15 décembre 2010, si j'ai une bonne mémoire. Ça, ce sont les actes uniformes. Aspect, comme on l'a intitulé sur notre programme, aspect normatif de nos parts. Et ici, ça parlait des commerçants, personnes morales, des personnes physiques et morales. Le droit des sociétés, donc deuxième acte uniforme. Là, il y a droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêts économiques. Droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêts économiques. Je pense que l'acte il y a plus d'articles que les autres articles. Ici, il y a 920 articles. 920 articles. C'est un acte uniforme qui prévoit les règles de fonctionnement. Les règles de fonctionnement des sociétés commerciales. Nous sommes dans le droit des affaires commerciales de l'ensemble des États partis. Et l'OADA, vous avez suivi dans sa mission ses objectifs, c'est pour que le même droit que nous allons appliquer ici, c'est le même droit qu'on doit appliquer dans les États partis. Donc, même un avocat qui quitte ici peut facilement aller plaider à Brazzaville. C'est le même droit. Il n'y aura aucune exception. Tout, c'est la même chose. Et maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui veulent adhérer. Et l'OADA est ouverte à tout État, membre ou non membre de l'Union africaine. Chaque État, que vous soyez membre ou non de l'Union africaine, vous pouvez adhérer. Et vous comprendrez que si vous avez aujourd'hui un Comore ou avocat, vous allez l'aider en matière des affaires comme
l'avocat de Comore. Parce que c'est la même formation, c'est le même droit qui est appliqué par. Les sûretés personnelles, nous avons les sûretés mobilières. Les droits de rétention, gages, nantissement et privilèges. Vous comprenez pourquoi j'avais dit quand vous avez bien étudié les droits de sûreté chez nous, toutes ces définitions, c'est la même chose, c'est la même notion. Ce n'est pas plus que ce WADA que ça a changé. Non. C'est les droits de rétention que nous avons pris, gages, nantissement et privilèges. Après les sûretés mobilières, nous avons les sûretés immobilières. Là, vous pensez carrément aux hypothèques. Nous avions aussi étudié cela. Ça porte sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voie d'exécution que nous aurons à décortiquer aussi avec vous. 338 articles par un créancier afin de contraindre son débiteur à exécuter ses engagements. On a simplifié ici, nous aurons à en parler, et nous aurons à parler de l'injonction des paiements. Clause compromissoire. Ça, nous avions aussi étudié dans notre droit. Ou compromis. Là, dans ce droit, il y a la désignation des arbitres composant les tribunaux arbitral, le déroulement de l'instance aboutissant à la sentence arbitrale qui devra être revêtue de l'exéquatur. C'est un module aussi qui vous sera donné au fur et à mesure que la Commission nationale aura le moyen pour amener le formateur, mais ça a toujours été un acte uniforme mais très subtil. Très subtil. Il y a 3 voies de recours qui sont ouvertes contre la sentence. Les recours en annulation, s'il y a une sentence arbitrale qui tombe, vous avez droit au recours en annulation, les recours en révision et la tierce opposition, qui est aussi acceptée contre la sentence arbitrale. Le 7e acte, il y a organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, qu'on appelle le droit comptable WADA, 113 articles. 113 articles. Vous devez être fier de ce droit comptable. Pourquoi? Parce que c'est notre compatriote qui avait beaucoup contribué à la rédaction ou à l'élaboration de ces droits comptables. Le pauvre professeur Kinzonzi Boutoukidi. Ça, nous l'avions appris de professeurs ou de formateurs ouest-africains. Quand il venait, en tout cas, chaque fois qu'il citait son nom, c'était la main sur le cœur. Ils ont reconnu l'exigence extrême du professeur Kinzonzi, sa contribution dans les droits WADA. C'est vraiment notre droit. Et pour le moment, il y a beaucoup de gens qui sont déjà formés en ce qui concerne les droits comptables WADA. Mais je sais que nous tous, les juristes, nous sommes un peu allergiques à tout ce qui est, comme moi en tout cas, tout ce qui est comptabilité. Mais c'est notre, vraiment, ils ont aussi s'était distingués lors de l'élaboration de cet acte uniforme. Éviter avec les greffes de l'OADA. Mais quand on remet encore, bon,
je ne doute pas des qualités de nos greffiers, mais c'est l'environnement dans lequel ils travaillent qui rend parfois l'exécution difficile. Bon, vraiment, c'est une inquiétude si les ministres des pays, des États partis pour l'avenir peuvent revoir cette situation-là, parce que pour moi, je trouve qu'on n'a rien changé. Donc, on va continuer avec nos misères. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment un regret. Vous allez transmettre dans Bandaka. Les avocats ont affiché un regret en ce qui concerne l'exécution des décisions. Parce que peut-être on peut exécuter une décision sur 100 au Congo. Ça, c'est connu de tout le monde. Qui est appelé quitter ses droits. Et à vous entendre parler, vous portez au nez ce droit. Vous dites que non, il s'agit d'un droit susceptible d'apporter, n'est-ce pas, la sécurisation judiciaire et juridique, n'est-ce pas, des personnes et des biens. Est-ce qu'il s'agit là d'une autosatisfaction du président ou il était ici par des éléments positifs? Pourquoi je pose cette question? C'est parce que je me dis, si nous sommes grands, effectivement, pour être grand, il faut être aussi représenté dans les instances de prise de décision. A-t-on pensé au point? Nous avions cette petite préoccupation, mais heureusement que lors de certaines interventions, nous avons eu des décisions, nous n'en avons que 4 pour l'instant. La première est la suivante. En ce qui concerne les matières qui pourraient ne plus tomber dans le cadre des actes uniformes, c'est-à-dire les matières auxquelles on ne peut plus faire allusion par rapport aux actes uniformes, donc qui ne sont plus d'application. Y a-t-il une étude qui a été déjà faite qui pourrait mettre hors, n'est-ce pas, les lois d'application en cette matière et qui pourrait même être déjà à la disposition de tous? Donc en somme, c'est demander si, en rapport avec le litige commercial qui pourrait concerner un ressortissant d'un membre d'un État membre qui se serait retrouvé dans un État non membre, quelle pourrait être la loi applicable en cette matière? Puisque, naturellement, les États doivent défendre leurs ressortissants. Et si un ressortissant, donc un commerçant, ressortissant d'un État membre, qui se serait retrouvé donc sur le territoire d'un État non membre, et qu'un litige arriverait à naître par rapport à cela, quelle pourrait être la loi applicable? Pour atterrir, nous avons la démarche. Está tomado como agua. Contente. Voy a llamar a mamá. Le député pour informer. Il a l'obligation d'informer les autres créanciers que c'est bien déjà été saisi. Mais on doit toujours les saisir et au moment fixe, ils seront tous désintéressés. Après la vente forcée, publiée. Et cela s'est fait dans les 15 jours au moins, avant la date fixée pour la vente. Avant la procédure ordinaire. On doit publier, on doit afficher pour dire que non, nous devons vendre. Par voie de presse, par voie écrite, par affichage, on doit le faire. L'observation ici, on nous dit l'huissier intervient pour certifier l'accomplissement. Les formalités de publicité. Donc, l'huissier est toujours là. En tant qu'animateur, il doit. Et à cette étape, c'est lui, l'huissier ou le commissaire priseur ou l'agent de vente. C'est dépend de chaque étape. On passe. Alors, appel de ceci, appel, en tout cas,
c'est tellement serré que les juges vont plus aboutir à l'irrecevabilité de beaucoup d'actions, où les présidents risquent de commencer à rejeter les demandes. Qu'est-ce doit contenir qu'est-ce doit contenir ceci? Les greffiers, la même chose. Mais il y a même les dates, et la date et les heures. À quelle heure on a expérimenté, ça doit figurer sur l'expo. Et s'il n'y en a pas, on verrait vite votre requête. Et ça nous donne tous quelle disposition prévoit quoi. Quelle disposition prévoit suivre la requête, sur ceci, sur cela. Et là où il n'y a pas de limité, vous ne verrez pas qu'il y a plein de limité. Ou à peine de l'immatriculation. Là où il doit requérir l'immatriculation à la conservation foncière. Et s'il arrivait que l'on avait ajouté que c'est sur autorisation judiciaire, il arrive devant le conservateur constate que la parcelle est encore au nom d'une autre personne qui a aussi un contrat de location. Il y a deux contrats au nom de deux personnes. Ou bien il doit seulement immatriculer. Actuellement, s'il y a une pas, le créancier on va saisir l'immeuble. C'est l'autorisation de justice qui engendre de. Puisqu'il va se révéler que l'hôtel, cet immeuble n'a pas nécessairement. Non, l'autorisation judiciaire doit vérifier. Elle qui vient nous aider ici. Avant de réflexionner, la plupart des juridictions qui ont été réflexionnées, mais avant de le faire, devait s'assurer si vraiment ça appartient à la justice. Et voilà aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas. L'État, même les immeubles de l'État commencent à avoir des certificats où chaque immeuble de l'État a maintenant un certificat d'enregistrement. Il y a une parcelle, il y a un grand espace. On crée une partie de cette parcelle de l'État, la concession là de l'État. Elle est tellement grande qu'on dit non, il faut amener des maisons de l'État qui sont, en tout cas, juste, il y a même, voilà ce qu'il y a comme superficie. Mais les règles de l'État, c'est comme une petite ville ici. Vous voyez, on est en train d'intercaler les personnes qui ne sont ni majoritaires, ils ne l'avaient même pas. On savait seulement que ça c'est le gouvernorat, c'est le gouvernorat. On peut ici où il a un certificat d'enregistrement et il déloge. C'est comme un Kalam ou à Kinshasa, il y a un juge qui avait délogé le tribunal. Mais ce n'était pas la maison du tribunal. C'était la maison d'une personne et il a demandé qu'on déguerpisse le tribunal. Il a décidé. Parce que ça n'appartient pas à l'État. Le tribunal était locataire, mais un locataire qui ne payait jamais des salaires. Vous comprenez un peu ça. Il n'est pas de transparence. Vous comprenez dans les cas où vous retrouvez devant un conflit de deux contrats de location. Quand vous débutez, vous faites cela. On doit en tout cas ce soir essayer de faire clair. Parce qu'il ne faut pas aller mettre en vente une parcelle qui n'est pas vraiment à la qualité. Sinon, ça va vous créer des conflits. Il ne faut pas acheter pour acheter. Il faut vraiment vous rassurer. Est-ce qu'il y a une pratique qui est devenue très fréquente, c'est quoi? Celui qui est le non, il a fait des arguments. Comment? On va rassurer que c'est tous les enfants. Donc il faut négocier un peu avec le tiers là. Et dès qu'on se voit, qui concernait les biens de l'État comme commerçant. Alors maintenant, cette définition pose deux séries de questions. D'abord, il faut qu'on sache que pour bien comprendre cette définition, il nous faut d'abord définir ou déterminer ce qu'on entend par
acte de commerce? Et 2, qu'est-ce qu'on entend par acte de commerce par nature? Parce que le législateur a dit que le commerçant, c'est celui qui fait profession d'acte de commerce par nature. S'entraîner dans la circulation des biens qu'elle peut produire ou acheter, ou par lesquels elle fournit. Dans la vie économique d'un bien, il y a tous ces intermédiaires. Dans la procédure qui commence de la production à la consommation, cette personne pose un acte de commerce. C'est-à-dire une personne qui va par exemple dans la circulation des biens, depuis sa création jusqu'à la consommation, cette personne pose un acte de bien entre sa production jusqu'à sa consommation. Ça c'est l'acte de commerce. Maintenant, qu'est-ce qu'un acte de commerce par nature? Cette définition, ou mieux, le législateur Ouada a donné la nomenclature des actes de commerce par nature. Lorsque vous prenez l'acte uniforme, il y a toute une énumération des actes de commerce par nature. Cette énumération est faite à l'article 3. C'est l'article 3 qui énumère les transits. Les contrats entre commerçants pour le besoin de leur commerce, l'exploitation industrielle des mines, les opérations de location des meubles, opérations de manufacture, de transport et des actes effectués par les sociétés commerciales. Donc ça c'est la nomenclature des actes. Ce sont ces actes-là que le législateur Ouada considère. Et l'accomplissement de l'un de ces actes, sa profession. Vous constaterez maintenant, lorsque vous prenez cette nomenclature d'immeuble comme étant un acte de commerce, achat et vente, plutôt les opérations sur les immeubles étaient toujours considérées comme des actes civils. Celui qui achète et vend des meubles est considéré comme un acte de commerce. On dit tout simplement location des meubles. Mais quand vous prenez la nomenclature des actes de commerce que nous connaissions dans notre législation commerciale, la location des meubles ne pouvait être acte de commerce que si elle était précédée d'un achat. L'acte de commerce était appelé achat pour louer. Donc il faut d'abord avoir acheté un bien et vous commencez à faire louer ce bien pour que cette location soit considérée comme un acte de commerce. Mais dans la législation Ouada, on dit tout simplement les opérations de location de meubles. Ça veut dire peu importe la façon dont vous avez acquis le bien, que ce bien ait été acheté ou que vous l'ayez obtenu par donation lègue, dès le moment où vous commencez à le faire louer, vous posez un acte de commerce. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'imaginez, dans la législation congolaise, puisque l'acte de commerce était la location pour louer, cela veut dire tout simplement qu'une personne qui a acquis un bien autrement que par l'achat et qui fait louer ce bien ne pose pas un acte de commerce. Deux personnes peuvent avoir, l'un peut avoir acheté le bien, l'autre l'a reçu par donation. Les deux font louer ce bien-là. Les deux réalisent le bénéfice, mais vous dites que l'un est commerçant, l'autre n'est pas commerçant parce qu'il n'a pas acheté. C'est comme ça qu'au niveau de la législation Ouada, on parle tout simplement des opérations de location des meubles, peu importe l'origine de ce meuble, acheté ou obtenu gracieusement. Donc, ce sont les deux observations qui, à mon avis, méritaient d'être faites par rapport à l'énumération des actes de commerce par nature. Donc, retenez pour l'essentiel que les opérations sur les immeubles sont considérées comme des actes de commerce. 2. La location des meubles est considérée comme un acte de commerce, peu importe l'origine, peu importe son origine, achat, don, libéralité, legs, ainsi de suite. La lettre d'échange, la lettre, c'est lorsqu'une personne, qu'on appelle le tireur, profite d'une troisième personne qu'on appelle le tiers, mais X échéance. Ça, c'est le qui accorde. Et le warrant, c'est et avec ça, on peut déposer le bien auprès d'un dépôt. Donc voilà un peu ce qu'on appelle acte de commerce. Nous avons les actes de commerce. Deuxième question qui mérite d'être examinée, c'est la preuve
Le principe reste, contrairement à la législation, au-delà d'un certain montant, vous ne pouvez prouver que par un écrit. En matière commerciale, la preuve, la voie électronique, les mails que nous échangeons, c'est qui constitue des pollutions locales. Soit dit en passant, on n'est plus obligé de se déplacer jusqu'à Abidjan pour former un recours. Votre recours par mail, vous avez ne doit pas s'adapter également à cela. Donc, d'éléments de preuve, et les juges peuvent ordonner leur production au niveau pour faire éclater la vérité. Donc le principe, là il y a la matière commerciale, la preuve est mise. Ici aussi il y a la liberté de la preuve, s'applique même aux emails. La liberté de la preuve s'applique même aux livres de commerce dont le juge peut ordonner la production en pleine audience, pour autant que ça peut permettre de faire éclater la vérité. Alors, pour accéder aux activités commerciales, il faut ne pas avoir été exclu de la profession commerciale. C'est la question de la capacité, des incompatibilités et de l'interruption. Et le principe, c'est que les incapables, parmi les incapables, on place le mineur. Pour faire le commerce, les mineurs devaient obtenir l'autorisation de ça. Et une capacité, je peux la qualifier de plus, le mineur devait être autorisé par ses pères et mères. Mais en gros, Wada, il n'a plus besoin de poser tous les actes. La matière commerciale, on lui exigeait en plus l'autorisation. Mais maintenant, l'autorisation disparaît complètement. Donc ça, c'est le premier cas, le cas du mineur. Alors, deuxième cas, c'est le cas de la femme mariée. Et là, je voudrais insister sur les cas de la femme mariée parce que, avec l'adhésion du Congo à l'Ouada, il y a eu beaucoup de spéculations en la matière. Beaucoup de personnes ont même écrit, j'ai même lu quelque part, des penseurs, des scientifiques qui disent l'adhésion du Congo à l'Ouada donne automatiquement à la femme mariée congolaise la pleine capacité commerciale. Or, vous le savez avec moi que dans la législation congolaise, une femme mariée ne peut faire le commerce que moyennant autorisation de son mari. Alors, quand vous prenez l'argumentaire de ceux qui estiment que l'adhésion du Congo à l'Ouada entraîne la pleine capacité commerciale de la femme mariée, il se base sur l'article 7 alinéa 2 de l'acte uniforme. Article 7 alinéa 2 de l'acte uniforme qui dispose, suivez très bien, le conjoint du commerçant n'a la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4, donc l'énumération des actes de commerce, à titre de profession et séparément que la femme mariée est devenue pleinement capable de faire le commerce, peut-on conclure que la femme mariée peut se passer allègrement de l'autorisation de son mari du fait de l'adhésion du Congo à l'Ouada? Voilà. C'est la question que je me pose et que je vous pose. Oui, allez-y. Une première tentative au président. Calmement. Sans parti pris. Pas parce que je suis un homme, mais parce qu'on est d'abord des légalistes. Disons le texte. Lorsque le texte dit le conjoint du commerçant, on aura la qualité de. Oui. Maintenant là, il y a un problème. Quel est le problème? Il y a ce qui est écrit dans la législation. Il y a ce qui se passe dans la réalité. La réalité, c'est qu'on trouve des avocats qui font le commerce. On trouve des magistrats qui font le commerce. On trouve des fonctionnaires qui font le commerce. Voilà. Sans vouloir brûler, c'est la détention de la. C'est sur les sociétés anonymes où l'identité des actionnaires n'est pas relevante. C'est normal. Mais pour revenir à notre cas qui concerne l'entrepreneur, moi, avocat, quand je regarde, parce que c'est vrai, le droit au hasard n'a pas parlé. Mais on a dit chaque fois que le droit au hasard est dit, regardez que dit notre législation. La déontologie qui nous est commune
vous interdit de faire le commerce. Donc, à mon avis, je ne peux pas devenir entrepreneur commerçant. Parce que ce qui est interdit, c'est de se livrer aux activités commerciales. Peu importe la dénomination que ça prend, commerçant ou entrepreneur. Moi je parle pour ce qui est de la déontologie plus économique. Ce qui nous est interdit, moi je pense, c'est de faire le commerce. En tant qu'entrepreneur commerçant, je pense que la porte ouverte, c'est celui qui se livre aux activités industrielles, artisanales, même à l'état actuel des choses. Il y a des avocats qui sont entrepreneurs. Je pense que la réponse à la question, elle est nuancée. Tout dépend de l'activité à laquelle on veut seulement que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas un maximum. Parce que si vous dépassez ce maximum, vous devenez commerçant et vous abandonnez la touche noire. C'est la même chose pour les vacances. S'il vous plaît. Oui. Par rapport au chiffre d'affaires, où les gens se livrent à des rapports réels et des rapports apparents, vous ne pensez pas, disais-je, que les cibles commerciaux? Oui, je pense que la fraude commerciale n'a pas commencé. On puisse parler de fraude. Bon, évidemment, vous posez un problème global parce que ça implique les agents du fisc, tout ça. Ça devient difficile. Donc le problème est à ce niveau. Je pense que la corruption, la fraude fiscale n'a pas... Le bail de renouvellement lui est acquis 3 mois avant l'expiration du bail. C'est-à-dire, vous avez un contrat de bail. S'il ne le fait pas 3 mois avant, il ne peut plus solliciter. Maintenant, le bailleur, professeur Sambo, et que vous faites enregistrer au RCCM. Je comprends que chacun veut prêcher pour sa propre chapelle. Voilà. Apparemment, il y a des questions. Un séminaire organisé par la Commission nationale de l'OADA en République démocratique du Congo. Et ce séminaire a commencé depuis le lundi, où on a d'abord présenté l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OADA en sigle, et on a abordé le premier module, c'était sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et de voies d'exécution. En d'autres termes, c'est lorsque quelqu'un a votre argent, votre dette, une dette, comment vous pouvez le contraindre à payer cette dette-là. Et les 2 premiers jours étaient consacrés à l'analyse du droit au OADA en général et de cet acte uniforme. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour de la formation et nous avons abordé la question relative au droit commercial en général dans l'espace OADA, parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui le commerce occupe une place de choix dans notre pays. Partout où vous allez, vous trouvez des gens qui vendent, qui achètent. Mais qui est commerçant et qui n'est pas commerçant? Parce que ce n'est pas tout le monde qui vend, qui est commerçant. Il faudra arriver à dissocier cela. C'est cette gymnastique que nous avons fait depuis le matin pour présenter aux participants la quintessence de l'acte uniforme qui définit ce que c'est un commerçant, et qui définit ce que c'est les actes de commerce, qui définit les obligations du commerçant. Parce que c'est vrai que nous avions une législation, mais notre législation datait de plus d'un siècle. Aujourd'hui, il y a une nouvelle législation et il faut vulgariser cela pour que les commerçants qui nous suivent, il faut pour que les professionnels qui nous suivent ne soient pas surpris lorsqu'ils vont se retrouver en face des Sénégalais, des Burkinabés ou bien des Congolais de Brazza qui ont une tradition séculaire en droit OADA. Donc c'est le travail que nous sommes auquel nous sommes en train de nous livrer actuellement pour essayer d'amener tant soit peu ces nouvelles notions à la portée des professionnels du droit, mais ici pas aussi à la portée de tout le monde, parce que vous connaissez l'adage, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Et pourquoi le choix de professionnels du droit de la province de l'Équateur? Bon, c'est vrai que l'on parle d'abord du droit. C'est d'abord du droit, donc il faudrait dans un premier temps que ceux qui sont appelés à appliquer le droit, magistrats,
avocats et dans une certaine mesure les huissiers connaissent exactement ce que dit cette législation OHADA. Mais aussi c'est dans le cadre de tout un programme qui a été tracé pour la vulgarisation. C'est-à-dire la province de l'Équateur n'est pas la première province que nous avons visitée. Nous avons été dans la province du Bandundu, dans la province du Katanga, les deux Kasaï. On essaie de sillonner la République. Évidemment, je ne suis pas le seul, il y a toute une équipe qui sillonne la République pour essayer justement d'apporter cette bonne nouvelle de l'OHADA auprès de professionnels du droit. Mais aussi, comme je l'ai dit, ça ne doit pas se limiter dans ces assises. C'est-à-dire ceux qui participent à ces assises doivent jouer un effet multiplicateur pour que justement ce droit arrive à la portée de tout le monde, ici pas du commun de mortels. Voilà. Maître Pembi, vous savez que dans notre pays, en RDC, les lois, il y en a. Il y en a, mais ce qui fait défaut, c'est l'application de ce loi. Qu'en dites-vous? Non, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse parce qu'il y a beaucoup de choses. Comme vous regardez le code Larcier, il y a 6 tomes. Toute cette législation, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, on ajoute encore d'autres. Mais je pense aussi qu'on doit changer de culture. Il y a un effort à faire au niveau mental, au niveau culture, pour que nous puissions justement appliquer les règles du droit. Parce que les lois, si elles existent, c'est pour qu'elles soient appliquées. On ne peut pas se contenter d'avoir des mots dans des livres et dans l'application, on ne le fait pas. Je pense que nous devons faire un effort de changer notre perception, de changer notre culture pour que finalement nous puissions appliquer les règles du droit. Mais avec le droit OHADA, ce qui est caractéristique, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut faire une cassation, un recours en cassation contre une décision rendue en droit OHADA, il doit le faire à la Cour suprême, à la Cour commune de justice et d'arbitrage. On ne va plus à la Cour suprême de justice en matière OHADA. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir des textes de jugement ou des arrêts qui doivent être conformes au droit OHADA. Donc nous devons nous mettre tous à l'école pour éviter que les décisions qui viendraient du Congo soient tout le temps cassées au niveau de la CCJR. Donc l'application est importante à ce niveau. Et qu'est-ce que le droit OHADA apporte de nouveau dans tout ce qui existe par rapport à Bon, évidemment, oui, en matière commerciale, il y a beaucoup de choses, mais je peux donner ne fût-ce qu'un petit exemple, le statut de l'entrepreneur. Dans notre pays, ça n'existait pas. Aujourd'hui, quelqu'un peut décider de ne pas être commerçant, de ne pas avoir le statut de commerçant, mais d'avoir le statut d'entrepreneur. Ce qui lui permet de se livrer à des activités commerciales tout en échappant aux obligations qui incombent aux commerçants. Mais effectivement, il faut remplir un certain nombre de conditions. Ça, c'est une innovation. Et il y en a beaucoup parce que les actes uniformes, il y en a 9. Vous imaginez donc dans chaque acte uniforme, le droit de société, demain, nous en parlerons du droit de société. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de société que nous ne connaissions pas, la société par action simplifiée. Ça, ça n'existait pas dans notre législation, mais avec le droit OHADA, on a ça. Donc je pense que ça fait partie des innovations que le droit OHADA apporte et qui peuvent permettre d'assainir l'espace des affaires au Congo-Kinshasa. Et si vous revenez de dire un mot par rapport aux professionnels de droit qui sont en formation ici? Eh bien, le seul mot qu'on peut dire, c'est, comme je l'ai dit, ils ne doivent pas prendre ce qu'on donne aujourd'hui et garder ça pour eux. Chacun, là où il est, doit devenir un prophète de l'OHADA et apporter la bonne nouvelle à tout le monde. Maître Pembi Lema Bogar, je vous